Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc merci d'être venus assister à la conférence de Thibaut Arroy, l'Écosse dans un Royaume-Uni en crise vers la désunion, point d'interrogation. Donc j'imagine que Thibaut Arroy va essayer de répondre à cette question. Je le présente rapidement. Donc Thibaut Arroy est maître de conférence en civilisation britannique dans notre université. Il est spécialiste de politique étrangère et de défense au Royaume-Uni, spécialiste également des relations franco-britanniques et spécialiste de facto du Brexit. Donc il mène ses recherches et il enseigne ici à la Sorbonne Nouvelle dans des cursus du département du monde anglophone. Et il a été également pendant 2 ans, jusqu'au printemps dernier, le vice-président du conseil d'administration de notre université, sans doute un des plus jeunes vice-présidents que notre université ait connu. Donc il a énormément œuvré pour notre établissement, pour son rayonnement, pour son bon fonctionnement. Bon, ça c'était le petit détail en plus que je tenais quand même à rappeler. Donc merci à Thibaut d'assurer cette conférence et je te donne maintenant la parole. Non, pardon. Pardon. Non, deux derniers mots. Je me permets, oui, comme je le fais toujours, d'annoncer la prochaine conférence qui aura lieu cette semaine, jeudi à 19h. Qui sera une conférence dialoguée. Donc nous innovons dans ce format de conférence dialoguée autour d'une question cruciale, le sport, la pratique sportive. Le sport est-il moral? Et nous aurons le grand plaisir de recevoir Guillaume Martin, qui est un cycliste professionnel, mais en même temps auteur d'essais remarqués. Donc n'hésitez pas à venir assister à cette conférence. Et enfin, je profite aussi du micro pour saluer les personnes qui sont présentes à distance devant leur écran pour participer à cette conférence et qui, bien sûr, pourront également poser des questions à notre conférencier, ainsi que vous, à l'issue de sa conférence. Donc, bonne conférence à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Catherine pour ces quelques mots d'introduction. Donc en effet, une question autour de l'Écosse, du Royaume-Uni, un Royaume-Uni en crise, et cette question qui revient régulièrement de la désunion, la fin du Royaume-Uni. Est-ce qu'on est en train d'assister à un délitement peut-être de ce pays dans un contexte qui est complexe à plusieurs niveaux? Et on va essayer d'étudier ça aujourd'hui ensemble et de répondre à vos questions à l'issue de l'exposé. Donc j'espère ne pas parler trop longtemps pour vous laisser aussi le temps de poser vos questions. Donc d'abord quelques mots d'introduction. La crise qui nous préoccupe, c'est bien celle du Royaume-Uni contemporain. Et une crise, si on en revient à l'étymologie grecque du terme, c'est un moment de transition, d'un État vers un autre. Et ça semble bien caractériser la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'est plus membre de l'Union européenne, mais pour autant, la relation n'est pas complètement stabilisée et on a une évolution, un changement encore de cette relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et on pourra redire quelques mots sur c'est pas le sujet vraiment au centre de la conférence, mais sur le caractère turbulent du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ce partenaire difficile, comme il a été appelé, mais tout de même un des principaux partenaires de l'Union européenne, un des principaux États membres de l'Union européenne, de par sa population, de par son poids économique, son influence politique, mais aussi dans la défense, la sécurité du continent. Et tout ça, depuis 2016, a évidemment beaucoup changé, puisque le Royaume-Uni n'est désormais plus un État membre et doit s'adapter à la réalité de cette nouvelle relation, comme je disais, et vice-versa. En ce qui concerne le Royaume-Uni, on peut mentionner le fait que la nouvelle relation est régie par l'accord de commerce et de coopération de décembre 2020, qui fixe les règles de la nouvelle relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais comme je disais, le processus n'est pas pour autant terminé, puisque l'actualité nous rappelle très fréquemment
que le Brexit est en réalité non pas un événement, mais un processus qui n'est pas encore achevé et qui continuera probablement à susciter des tensions et à connaître des évolutions dans les prochaines années. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, macro de la crise quand je parle du Royaume-Uni en crise. Mais la crise du Royaume-Uni, elle concerne aussi un autre niveau, le niveau du Royaume-Uni lui-même. Et là, on peut se poser la question, si le Royaume-Uni est en crise, quel sera son état à la sortie de cette crise, si jamais il sort de cette crise? Et la crise, vous le savez peut-être, a aussi étymologiquement un lien avec la médecine. Si bien que si l'on considère le Royaume-Uni comme le patient, on peut se demander si son pronostic vital est engagé. Et ce que je propose aujourd'hui, c'est une réflexion en 4 parties. Tout d'abord, l'évolution de l'Union, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce Royaume-Uni qui est l'agglomération de plusieurs parties. Ensuite, le processus d'évolution, en particulier depuis 1997. Donc on reviendra sur ce terme de dévolution, ce qu'il signifie en politique britannique. Ensuite, m'intéresserai particulièrement au référendum de 2014 sur l'indépendance et sur les conséquences du Brexit par rapport à cette question primordiale, question importante de l'indépendance, savoir comment les choses ont évolué depuis 2014. Je vais particulièrement m'intéresser à l'Écosse, même si on pourrait dire aussi quelques mots, et j'en dirai quelques petites choses sur aussi ce qui se passe dans d'autres parties du Royaume-Uni, en particulier le Pays de Galles, puisqu'il y a des comparaisons que l'on peut faire aussi avec le Pays de Galles, et essayer de voir comment la question se pose différemment dans d'autres régions du Royaume-Uni. Donc, tout d'abord, l'évolution de l'Union. Alors, c'est peut-être un peu petit, j'ai essayé de trouver un récapitulatif des différentes étapes. Alors, désolé, c'est en anglais, mais je le redirai en français. Les différentes étapes de constitution du Royaume-Uni. Et avant peut-être de rentrer dans des détails de dates, une chose qui est peut-être vous a marqué si vous vous intéressez au Royaume-Uni. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà bien cette histoire et connaissent la composition du Royaume-Uni. Mais pour d'autres, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Et je prendrai l'exemple du rugby pour montrer à quel point le Royaume-Uni, en fait, n'est pas une seule nation. Puisque quand on a le tournoi des 6 nations, par exemple, on a bien plusieurs équipes qui sont des équipes issues du Royaume-Uni. On a l'équipe d'Écosse, l'équipe d'Angleterre, l'équipe du Pays de Galles, qui font partie de ce tournoi, et non pas une équipe britannique. Alors il y a une exception, alors pareil, on pourrait dire la même chose au foot, on a différentes équipes. Une exception, c'est peut-être les JO, où là il y a bien une Team Britain, donc une équipe britannique, mais autrement c'est bien différentes nations. Et le fait que ça apparaisse dans le cadre du sport est aussi le reflet de l'existence de différentes nations politiquement aussi organisées différemment. Et c'est l'histoire en fait du Royaume-Uni que l'on constate encore aujourd'hui. Donc le Royaume-Uni, c'est en fait l'histoire de différentes annexations, d'unions, de séparation aussi de différentes régions qui constituent ce Royaume-Uni. Donc si on devait retenir que quelques dates, il y a évidemment en plusieurs étapes, mais en 1284, le fait que le Pays de Galles a rejoint l'Union avec l'Angleterre, mais c'est surtout 1707 où on a commencé à parler d'un Royaume-Uni de Grande-Bretagne, avec l'Écosse qui a rejoint l'Union avec cet Act of Union, donc l'acte d'union de 1707, qui est vraiment la date où l'Écosse rejoint ce Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et un peu plus tard, en 1801, l'Irlande a rejoint aussi l'Union. Donc à partir de là, on a parlé de Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Donc la Grande-Bretagne étant l'île principale, et puis l'Irlande, donc l'autre île britannique. Et ça a été suivi en 1922. Je disais qu'il y a aussi une histoire de séparation, puisqu'en 1922, la République d'Irlande, alors à l'époque c'était le Irish Free State, l'État libre d'Irlande, est devenu indépendant, est devenu plus tard la République irlandaise, donc qui est un État entièrement indépendant. Donc aujourd'hui, on parle de Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, puisqu'il reste cette partie-là de l'île d'Irlande qui reste dans le Royaume-Uni.
Donc 1707, 1801 avec l'Irlande, et puis 1922, donc il y a un siècle, l'indépendance de l'Irlande. Et donc, bon, j'ai remis cette carte, hein, encore une fois, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est connu, mais donc il y a les différentes parties du Royaume-Uni. La partie la plus importante en termes de surface, en termes de population, c'est évidemment l'Angleterre, qui est en jaune sur la carte, et qui est symbolisée par cette croix de Saint-Georges rouge sur fond blanc, qui apparaît aussi dans le drapeau britannique, qui est en fait le drapeau qui met ensemble les différents symboles du Royaume-Uni. L'Écosse, donc au nord, ici en orange-rouge, donc la croix de Saint-André, blanche sur fond bleu, qui aussi, voilà, donc 5,3 millions d'habitants, donc c'est 10 fois moins que l'Angleterre, et qui a voilà, une surface aussi beaucoup plus réduite que l'Angleterre. Et donc le Pays de Galles à l'ouest, ici en vert, voilà, le Pays de Galles, et puis l'Irlande du Nord, donc ce morceau d'Irlande qui reste dans le Royaume-Uni depuis l'indépendance, que vous avez ici en bleu. Donc voilà, les différentes composantes du Royaume-Uni. Donc ça, c'est voilà, un bref rappel sur l'évolution de l'Union. Et tout à l'heure, j'ai mentionné ce mot de dévolution. Alors, qu'est-ce que c'est que la dévolution ? C'est une forme spécifique d'autonomie politique, c'est-à-dire un transfert du pouvoir du centre vers la périphérie, qui a été mis en place progressivement au Royaume-Uni. Alors, attention, quand on parle de transfert de pouvoir du centre vers la périphérie, ça n'implique pas un transfert de souveraineté depuis Westminster. Ce qui est important de comprendre, si on s'intéresse un tout petit peu à la Constitution britannique, c'est que Westminster, le Parlement britannique, est l'endroit, le lieu de la souveraineté, c'est le Parlement qui est souverain. Et donc, dans ce processus de dévolution, la souveraineté n'est pas transférée vers d'autres régions, vers d'autres institutions. On verra que c'est un subtil arrangement, on va dire, ou un accord subtil pour ne pas que Westminster soit privé de cette souveraineté. Donc ce n'est pas du fédéralisme, en d'autres termes. On n'a pas différentes parties qui décident d'elles-mêmes la façon dont elles vont s'organiser politiquement ou prendre des décisions sans se référer à ce qui est décidé à Westminster. Westminster reste l'endroit où la souveraineté réside. Et donc, en théorie, ce processus de dévolution, c'est un processus qui est réversible. C'est-à-dire que les institutions dévolues, les différents parlements et assemblées dont on parlera dans un instant, sont toujours subordonnés à Westminster, au Parlement britannique, qui reste l'autorité légale suprême dans le pays. Donc c'est important de se souvenir de cet élément, puisque ça expliquera ensuite les difficultés que l'on a aujourd'hui face à cette question de la dévolution. Mais quand même, voilà, un transfert de pouvoir, un transfert d'autonomie du centre vers la périphérie. Alors pourquoi est-ce que ça... Pourquoi se mettre en place ce processus ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a cette forme spécifique de transfert vers la périphérie du pouvoir politique ? Alors, depuis les années 60, il y a eu une demande grandissante, en particulier en Écosse, mais aussi au Pays de Galles, pour plus de décentralisation du pouvoir. Et c'est vraiment principalement en Écosse et au Pays de Galles que ça s'est passé. Je laisse de côté la question de l'Irlande du Nord. Si vous avez des questions spécifiques sur l'Irlande du Nord, on pourrait y revenir, mais je ne me lance pas dedans parce que ça vaudrait un exposé à part entière. Donc il y a une dévolution, un transfert de pouvoir de l'État central et de Londres vers les régions qui a été réclamé pour plus d'autonomie, plus de responsabilité au niveau local, mais pas encore une indépendance. Et pas non plus une fédéralisation, comme je disais. Et donc c'est un projet qui était soutenu par le parti nationaliste gallois, qu'on appelle Plaid Cymru, de son nom gallois, que vous avez ici avec la jonquille, et par le Scottish National Party, le SNP, donc l'autre parti au-dessus, qui est le parti national d'Écosse.
parti nationaliste. Dans les années 70, il y a eu une tentative avec 2 lois qui ont été passées en 1978 pour éventuellement arriver à ce processus de dévolution, le mettre en place et éventuellement arriver à la création d'institutions et d'évolution effective du pouvoir, pour répondre à cette demande qui émanait du SNP, qui émanait de Plaid Cymru. Mais pour pouvoir créer ces institutions, il fallait qu'il y ait des référendums qui ont été organisés, notamment en Écosse, mais il n'y a pas eu en Écosse, en tout cas, de participation suffisante. Et de cette façon, le référendum a été jugé nul et non avenu. C'est-à-dire que, n'ayant pas assez d'électeurs mobilisés, pas assez de votants, le processus n'a pas été poursuivi après ce référendum de 1979. Ensuite, il y a eu la longue période des années Thatcher et Major, donc de 79 arrivé au pouvoir de Margaret Thatcher jusqu'à la fin des années 90, puisque c'est 97 la fin du gouvernement Major. Donc il y a eu ces longues années avec le Parti conservateur au pouvoir, et le nom complet du Parti conservateur, c'est Parti conservateur et unioniste. Et à partir de là, dans le nom même du parti, on comprend qu'ils ne sont pas tellement en faveur de la décentralisation, la dévolution du pouvoir, ou vers plus de pouvoir pour les périphéries. Au contraire, l'union est vraiment centrale, et le projet de dévolution a été complètement laissé de côté, abandonné par les conservateurs pendant ces années où ils étaient au pouvoir. Les travaillistes, au contraire, y étaient plus favorables, et en tout cas en ont fait un argument de campagne pendant les années 90, en promettant, et notamment Tony Blair, lorsqu'il est devenu chef du parti travailliste en 1994, il a promis que si les travaillistes gagnaient la prochaine élection, qui a eu lieu en 1997, il mettrait en place les conditions pour, en effet, arriver à cette dévolution du pouvoir. Et donc, une fois que les travaillistes ont gagné cette élection, une large majorité en 1997, Tony Blair a organisé effectivement 2 référendums sur la dévolution, à nouveau, en Écosse et au Pays de Galles. Et cette fois-ci, la participation a été beaucoup plus importante, avec, par exemple, en Écosse, un taux de participation de 60,2%, qui a été suffisant pour que le référendum, cette fois-ci, soit retenu, en tout cas qu'on tienne compte de ces résultats. Et une large majorité de l'électorat écossais, 74% des électeurs, se sont prononcés en faveur de la dévolution du pouvoir. De la même manière, au Pays de Galles, il y a eu une majorité pour la dévolution du pouvoir, même si elle était plus serrée. Et donc, dans les années qui ont suivi, il y a eu la création d'une assemblée galloise. Alors, on l'appelait l'Assemblée galloise à l'époque. Aujourd'hui, on parle de Parlement gallois. Le terme a changé, peut-être en réponse à l'évolution dont je parlerai du pouvoir qui est au Pays de Galles, et la création d'un Parlement écossais, ou en tout cas, on parle de réouverture du Parlement écossais, puisqu'ayant déjà existé, ce n'est pas une création d'une nouvelle institution, mais on parle d'une réouverture du Parlement écossais, même si évidemment il ne ressemble pas à celui qui existait auparavant. J'ai mentionné quand même l'accord du Vendredi Saint, le Good Friday Agreement de 98 et le Northern Ireland Act de 98, puisqu'il y a eu aussi en Irlande du Nord un processus spécifique, là encore, de création d'institutions spécifiques à l'Irlande du Nord. Et donc, voilà, il y a aussi une dévolution du pouvoir qui concerne l'Irlande du Nord. Donc, Pays de Galles, Écosse, évidemment, et aussi Irlande du Nord. Et donc, la création d'un Parlement écossais en 1999, un Parlement dont on verra qu'il est basé à Édimbourg. Et une notion qui est importante aussi, c'est la distinction dans le processus de dévolution entre ce qu'on appelle les reserved matters, donc les questions réservées, et les devolved matters, les questions dévolues. Lorsque les différentes assemblées ou parlements ont été créés, Westminster a insisté, ou a bien inscrit dans la loi, le fait qu'il y ait des pouvoirs qui étaient réservés au Parlement britannique, donc au Parlement de Westminster,
Donc c'est les pouvoirs sur lesquels seul Westminster peut décider. Donc tout ce qui concerne la défense, la sécurité, les relations internationales, toutes les questions constitutionnelles et la politique économique qui concerne tout le pays, par exemple. Donc ça, ce sont des pouvoirs réservés. Et puis, il y a les pouvoirs dévolus. Donc ça, c'est les pouvoirs sur lesquels, finalement, la souveraineté est laissée, transférée, avec l'accord de Westminster, encore une fois. C'est un processus qui dépend de Westminster, et Westminster laisse les assemblées régionales décider sur l'éducation, la santé, l'environnement. Si je veux donner un exemple, au Pays de Galles, par exemple, en Écosse, prenons l'exemple écossais, en Écosse, les droits d'inscription à l'université sont fixés par le Parlement écossais. Ce qui fait que là où des étudiants, normalement britanniques, devraient avoir à payer environ 9 000 livres, c'est-à-dire à peu près 10 000 € l'année pour étudier à l'université, en Écosse, les études à l'université, à condition d'être écossais évidemment, sont gratuites. Alors, par contre, pas pour les étudiants anglais qui viendraient étudier en Écosse. Mais voilà, c'est un pouvoir dévolu. Le Parlement écossais a fait un choix différent de celui du Parlement de Westminster. Et pour ce qui concerne l'Écosse, il y a une décision spécifique. Donc ça fait voilà, les questions dévolues. Et puis j'ai noté aussi la convention Sewell Convention. Alors c'est simplement pour rappeler que lorsque le Parlement britannique veut pouvoir légiférer sur ce qui normalement est une question dévolue, il faut qu'ils en informent et il faut qu'ils aient l'accord du Parlement écossais, du Parlement gallois ou de l'Assemblée nord-irlandaise. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout simplement décider que tout d'un coup, ils allaient retirer un pouvoir au Parlement écossais et décider à la place du Parlement écossais. S'ils veulent pouvoir le faire, il faut qu'ils aient l'accord du Parlement écossais. Donc voilà, peut-être venons-en un petit peu plus dans les détails sur le Parlement écossais. Donc il a 129 membres élus, 73 qui sont élus sur la base du même système électoral. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais je voulais simplement noter qu'il y a 2 systèmes de vote qui existent en parallèle. 73 élus sur la base du même système de vote que pour le Parlement britannique, donc ce qu'on appelle le First Past the Post System, qui est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Donc c'est le scrutin normal, le mode de scrutin normal au Royaume-Uni, disons le mode de scrutin habituel. Et puis 56 élus à la proportionnelle, ce qui fait que chaque électeur vote 2 fois, une fois pour un représentant dans sa circonscription sur le mode habituel, on va dire, et il y a un autre vote proportionnel sur un scrutin de liste. Donc voilà, ça permet de dégager des majorités autrement que pour le Parlement britannique. Et donc je disais, il y a des pouvoirs qui sont dévolus, comme l'agriculture, la pêche, l'éducation, tout ce qui a trait à l'environnement, à la santé, à la justice, aux politiques de transport, de tourisme. Vous voyez, donc la liste est assez longue. Et par contre, voilà, je disais, tout ce qui est pouvoir réservé, c'est ce qui tourne autour de la Constitution. Et ça, c'est important, puisqu'on va voir que la question de l'organisation d'un 2e référendum sur l'indépendance, c'est une question constitutionnelle, ou même le premier, d'ailleurs. Question constitutionnelle, donc ça veut dire que normalement, c'est le Parlement britannique qui doit décider. Tout ce qui concerne la politique économique, l'énergie, et puis tout ce qui est en rapport avec la défense et la politique étrangère, notamment. Un peu après la constitution de ce Parlement écossais, un exécutif, qui s'appelle maintenant gouvernement, mais à l'époque on parlait d'exécutif écossais, a été créé. Donc aujourd'hui on parle de gouvernement écossais, avec non pas un prime minister, un premier ministre, un prime minister comme quand on parle du Royaume-Uni, mais un first minister. Donc, en français, on va traduire de la même manière, premier ministre, mais le terme varie un petit peu en anglais. Donc on ne parle pas de prime, mais de first minister quand on parle de l'Écosse. Donc aujourd'hui, c'est Hamza Youssef, on en parlera tout à l'heure. Donc la création de ce rôle de premier ministre écossais. Alors, je disais tout à l'heure, les travaillistes étaient tout à fait favorables à ce processus, l'ont encouragé, ont créé les conditions de sa mise en place. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi avoir fait ça de la part des travaillistes. Il
il y avait dans l'idée à l'origine pour les travaillistes que c'était répondre à une demande de la part de l'Écosse, du Pays de Galles, certes, mais aussi qu'en donnant ce pouvoir dévolu, ou ces pouvoirs dévolus, ils allaient pouvoir mettre en quelque sorte un terme aux aspirations peut-être trop indépendantistes, en tout cas en Écosse. Le Pays de Galles était moins indépendantiste, plus pour une régionalisation, plus de pouvoir au niveau de la région. Mais en Écosse, on avait vraiment un discours déjà indépendantiste qui existait. Et je pense que les travaillistes avaient dans l'idée qu'ils allaient pouvoir mettre fin à cette volonté indépendantiste en donnant ces pouvoirs, que ça allait satisfaire finalement l'électorat écossais et que ça allait en rester là. Et d'ailleurs, dans les premières élections, alors là, voilà, c'est peut-être un petit peu trop, il y a peut-être un peu trop de chiffres, mais dans les premières élections au Parlement écossais, les travaillistes ont gagné, alors une majorité relative, en tout cas, ils ont pu former des gouvernements en coalition avec les libéraux-démocrates. Donc c'est pas du tout le SNP qui arrivait en tête lors des premières élections. Et puis finalement, en 2007, là, les choses ont changé, et le SNP a gagné un siège de plus que les travaillistes. Et donc finalement, s'est retrouvé à pouvoir former un premier gouvernement minoritaire. Alors personne ne voulait s'allier avec le SNP, donc ils n'ont pas pu former de majorité, mais ils étaient quand même en tête et ils ont formé le premier gouvernement minoritaire en 2007. À cette époque-là, le Parti travailliste était devenu assez impopulaire au niveau national, et c'est certainement ça qui lui a coûté la première place lors des élections écossaises. Alors, le SNP, le Parti indépendantiste, nationaliste écossais, a fait passer un certain nombre de lois qui, finalement, étaient assez proches de celles du Parti travailliste au niveau national. Par exemple, l'interdiction de la chasse à courre, des choses comme ça, qui étaient des mesures vues comme assez progressistes, et aussi des mesures un peu plus controversées, comme des soins gratuits pour les personnes âgées, ou l'abolition des frais de scolarité universitaires, par exemple. C'était plus controversé, puisque très coûteux, des mesures qui allaient plus loin que ce que les travaillistes même avaient l'ambition de faire au niveau national. Et finalement, ça les a rendus plus populaires, ce qui fait qu'en 2011, le SNP a gagné une majorité des sièges, 69 sièges au Parlement écossais. Et donc, ils ont là été entièrement... Alors, je disais avant, ils avaient un gouvernement minoritaire. À partir de 2011, ils ont eu un gouvernement majoritaire au Parlement écossais. Et on verra que ça a eu son importance pour l'organisation du premier référendum sur l'indépendance. Je dis juste un tout petit mot sur le Parlement gallois, même si ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais pour montrer que le processus est à la fois assez comparable, mais pas tout à fait le même. Donc je disais, déjà à l'origine, on parlait d'assemblée galloise, tout simplement parce qu'il y avait moins de pouvoir qui avait été donné au Pays de Galles qu'à l'Écosse. Donc au départ, l'assemblée galloise n'avait qu'un pouvoir secondaire et pouvait simplement choisir de mettre en œuvre les lois votées à Westminster ou de les rejeter, mais il ne pouvait pas faire ces lois en propre, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le pouvoir de légiférer comme le Parlement écossais. Et puis, finalement, en 2006, plus de pouvoirs ont été donnés, donc des pouvoirs législatifs limités ont été donnés en 2006, donc on a augmenté les pouvoirs de l'Assemblée galloise. En 2011, lors d'un référendum, les Gallois se sont prononcés pour encore davantage de pouvoirs législatifs, donc des pouvoirs législatifs renforcés, donc une liste plus longue de pouvoirs dévolus au Parlement gallois. Et finalement, suite au référendum écossais, et on dira dans quelques instants cette promesse qui a été faite de donner plus de pouvoir encore aux différentes institutions dévolues, le Parlement gallois a finalement obtenu le droit, par exemple, de décider du niveau d'imposition pour certains impôts. Et une des premières décisions aussi qui avait été faite en 2011, suite à l'augmentation des pouvoirs dévolus, ça a été d'adopter le gallois comme langue nationale, langue officielle au Pays de Galles, donc, qui est maintenant une nation bilingue, par exemple. Donc voilà, petit à petit, cette assemblée galloise qui s'est transformée aujourd'hui en Parlement gallois a gagné
de plus en plus de pouvoir, certainement en imitant ce qui se passait du côté écossais. En revanche, on voit, grâce à ces données sur les différents résultats des élections au Parlement gallois, que c'est toujours le Parti travailliste qui arrive en tête et que Plaid Cymru, qui est le parti en faveur de plus de pouvoir pour le Pays de Galles, finalement n'arrive que deuxième ou troisième selon les élections, mais en tout cas n'est pas du tout au niveau du SNP, n'est pas du tout en situation de former un gouvernement majoritaire au Pays de Galles. C'est bien encore une nation fortement marquée par le travaillisme. Maintenant, j'en viens à la troisième partie de cet exposé, peut-être celle que vous attendiez depuis le début, sur le référendum de 2014. Alors je disais, en 2011, le SNP est arrivé en tête au Parlement écossais, et dès janvier 2012, le gouvernement écossais a annoncé qu'un référendum sur l'indépendance serait organisé. Alors, par contre, ils ne peuvent pas le faire seuls. On disait, c'est les pouvoirs constitutionnels, ça ne relève pas des pouvoirs dévolus. L'Écosse ne peut pas décider d'elle-même d'organiser ce référendum. Alors, le Premier ministre écossais de l'époque, qui s'appelait Alex Salmond, est allé rencontrer David Cameron, le Premier ministre britannique, et David Cameron, le Premier ministre britannique, a accepté de proposer une loi pour donner au Parlement écossais le droit d'organiser ce référendum. Donc c'est bien avec l'accord du gouvernement britannique et ensuite avec l'accord de Westminster que ce premier référendum a été organisé. Donc en octobre 2012, les deux premiers ministres, donc le Premier ministre britannique et le Premier ministre écossais, sont tombés d'accord, ont signé un accord pour organiser ce référendum, ont mis en place les conditions pour permettre l'organisation de ce référendum. Et ce sont le Parlement britannique en particulier, mais aussi le gouvernement britannique et le gouvernement écossais se sont engagés à reconnaître et à respecter le résultat de ce référendum, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y ait une volonté d'indépendance ou non. Alors, au Royaume-Uni, les référendums sont relativement rares, même si on en connaît quelques-uns maintenant qui ont eu des conséquences très importantes, mais ils sont relativement rares. Et techniquement, dans la Constitution, qui n'est pas codifiée d'ailleurs, les référendums sont plus consultatifs normalement, c'est-à-dire qu'on demande l'avis à la population, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va contraindre les choix du gouvernement. Là, en l'occurrence, il dit voilà, on va reconnaître les résultats et on va se laisser contraindre par ce que les Écossais diront à l'occasion de cette consultation. Le gouvernement écossais a négocié la participation des jeunes à partir de 16 ans. Donc le droit de vote a été abaissé à l'âge de 16 ans. Et il suffisait d'une majorité simple pour donner un avis. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé de majorité qualifiée en disant, par exemple, il faut qu'au minimum 65% de la population soit pour l'indépendance pour que le résultat soit valable. Voilà, c'était une majorité simple. Et le référendum a été fixé pour le 18 septembre 2014. Alors, la première chose à négocier aussi, ça a été la question. Quelle question poser finalement aux électeurs ? Et donc la question, vous avez un bulletin de vote ici, la question qui a été posée, c'est « Should Scotland be an independent country ?» L'Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? Et non pas l'autre version que le SNP préférait, êtes-vous d'accord pour que l'Écosse soit indépendante ? Ils auraient préféré cette version-là. C'est une question d'implication aussi des électeurs, et de compréhension de la question et de comprendre que finalement, êtes-vous d'accord ? C'était un peu déjà dire elle va l'être, est-ce que ça vous va ? Alors que l'Écosse devrait-elle être ? Bon, on avait une question beaucoup plus large et qui invitait à plus de réflexion, ce qui certainement a plu davantage aussi à ceux qui ont retenu la question, mais qui n'était pas tout à fait dans l'idée du SNPI. Et donc à partir de là, deux coalitions se sont formées. D'un côté, Better Together, on est mieux ensemble en quelque sorte, et puis de l'autre, Yes to Independence. Et alors, du côté du rejet de l'indépendance, du non à l'indépendance, il y avait donc cette campagne du Better Together, il y avait les travaillistes, les libéraux démocrates et les conservateurs, tous des partis qui sont présents au niveau national,
Les conservateurs, on a dit tout à l'heure, hein, leur nom complet, c'est conservateurs et unionistes, donc c'est pas surprenant de les trouver dans ce camp-là. Mais les travaillistes et les libéraux démocrates ont aussi fait campagne en insistant sur le fait qu'on pouvait certes donner plus de pouvoir à l'Écosse, mais que voilà, l'Écosse avait sa place dans l'Union et qu'il n'était pas question de défaire le Royaume-Uni. Donc finalement, des partis qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, on va dire, ne sont pas forcément d'accord sur voilà, ce qu'il y a derrière cette question de l'Union, mais qui finalement là voilà, étaient ensemble dans une campagne qui était conduite par Alistair Darling, qui avait travaillé avec Tony Blair, et donc ils ont fait campagne pour ce non à l'indépendance. Alors j'aime bien le petit... la réponse, c'était « no thanks ». J'aime toujours très... c'est pas simplement non, non merci. Bon. J'aime bien ce détail du « no thanks ». Et là, vous voyez David Cameron, le Premier ministre de l'époque, hein, qui fait campagne derrière un écriteau « Let's stick together », restons ensemble. De l'autre côté, voilà, les partis indépendantistes, donc évidemment, il y avait le Premier ministre écossais, Alex Salmond, et puis les Verts, donc le SNP, hein, évidemment, derrière Alex Salmond, les Verts, qui sont aussi indépendantistes en Écosse, et certains syndicats qui étaient aussi favorables à l'indépendance et qui ont soutenu la campagne indépendantiste en Écosse. Et au fur et à mesure que la campagne se déroulait, alors évidemment, on a discuté d'un certain nombre de sujets. Alors, les sujets principaux, donc c'était évidemment tout ce qui touchait au pouvoir dévolu, ce qu'ils allaient devenir. Mais il y avait aussi tout un tas de questions sur, finalement, si on a un pays indépendant, qui sera le chef d'État ? Est-ce qu'on garde la reine ? À l'époque, c'était la reine Elisabeth II. Est-ce que l'Écosse indépendante allait garder la reine comme souveraine ? Quelle monnaie adopter ? Est-ce que ce serait la livre sterling qui resterait la monnaie de l'Écosse ? Ou est-ce que l'Écosse chercherait à créer sa propre monnaie ? Ou est-ce que l'Écosse, dans la mesure où elle faisait campagne aussi pour rentrer dans l'Union européenne, finalement adopterait l'euro à terme ? Et ça faisait partie des questions qui étaient débattues. Mais il y avait aussi des questions autour de la défense. Est-ce qu'on aurait une armée indépendante, une armée de l'Écosse indépendante ? À partir du moment où on a un État, normalement ça va avec une police, une armée. Alors dans ces cas-là, que faire des bases, par exemple, des sous-marins nucléaires britanniques qui sont actuellement en Écosse ? Est-ce qu'il fallait les laisser là et dans ces cas-là accueillir ces bases sous-marines, ou est-ce qu'il aurait fallu transférer les sous-marins nucléaires ailleurs au Royaume-Uni, dans le reste du Royaume-Uni, une fois l'indépendance écossaise atteinte. Voilà, tout un tas de questions qui ont été aussi débattues. Et au fur et à mesure que les semaines passaient, les sondages ont en réalité montré que finalement la question de l'indépendance était une question très serrée, et de plus en plus serrée même. Ce qui a conduit les unionistes, donc ceux qui étaient contre l'indépendance, à faire une promesse. C'est-à-dire qu'ils ont promis que si finalement l'Écosse votait contre l'indépendance, on donnerait quand même plus d'impôts, plus de pouvoir sur les impôts, pas plus d'impôts, ça n'aurait pas été vraiment une incitation, je pense, plus de pouvoir sur les impôts, donc plus de pouvoir dévolu encore, et puis plus de pouvoir sur une partie de la sécurité sociale, donc pour pouvoir décider voilà, à la fois de l'imposition et puis de l'évolution des questions de sécurité sociale en Écosse. Donc si elle restait dans l'Union, il y aurait une dévolution renforcée, ce qu'ils ont appelé Devomax. Donc plus de dévolution, plus de pouvoir pour les régions et en particulier pour l'Écosse. Et finalement, donc j'ai rappelé ici, hein, les électeurs, c'était à partir de 16 ans, donc les 16-17 ans ont pu voter. Les citoyens de l'Union européenne, les citoyens du Commonwealth, basés au Royaume-Uni, en particulier en Écosse, ont pu voter également. Et la participation était très forte. 84,6% des électeurs se sont déplacés. Et ce que l'on voit, c'est que le résultat n'était pas du tout ambigu finalement, puisqu'on a eu plus de 55% contre l'indépendance et 44% pour l'indépendance. Et si vous regardez la carte, ce qui est en rouge, c'est toutes les zones
où on a voté contre l'indépendance, et on voit que finalement, quasiment toute l'Écosse, toutes les parties d'Écosse ont voté contre l'indépendance, sauf 2 endroits, autour de Dundee et de Glasgow, que vous voyez en bleu sur la carte, donc Dundee ici et autour de Glasgow ici, deux parties du Royaume-Uni qui ont deux parties de l'Écosse, pardon, qui ont voté pour l'indépendance. Donc voilà, deux spécificités, mais sinon globalement, c'est un vote massif contre cette idée de l'indépendance. Ce qui a entraîné la démission de Alex Salmond, donc Premier ministre indépendantiste, qui était à la tête du SNP, qui a démissionné et qui a été remplacé par Nicola Sturgeon, qui est devenu Premier ministre immédiatement après cette défaite des indépendantistes lors de cette consultation. On en arrive donc à la fin de cette partie où on parlait du référendum, et on pourrait dire, mais est-ce que finalement, voilà, la question a été tranchée? Est-ce que c'était un référendum une fois pour toute une génération? Est-ce que voilà, l'Écosse a eu sa chance et puis c'était terminé? En réalité, il y a eu un grand changement qui a fait que cette question s'est à nouveau posée. Le Brexit. Et alors, pardon. Je vais dire quelques mots peut-être. Oui, non, je vais avancer, puis je verrai après. Donc, le référendum, donc je ne reviens pas sur le contexte, et si vous avez des questions, on pourra revenir sur le contexte d'organisation du référendum de 2016, organisé par le gouvernement conservateur de David Cameron, qui avait été reconduit en 2015, avec même une majorité plus forte. Mais voilà, je voulais simplement peut-être regarder le résultat global. Donc, comme vous le savez, dans l'ensemble, le Royaume-Uni a voté pour sortir de l'Union européenne. Bon, ça, c'est un résultat, le Royaume-Uni dans son ensemble. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé en Écosse, la participation déjà a été de 67%, une participation qui est inférieure finalement à la moyenne britannique, qui était de 72%, donc 10 points, quelques points en moins, 5 points en moins que le reste du Royaume-Uni. Et beaucoup moins que pour le référendum de 2014. Je vous rappelle, c'était 84% de participation, même un peu plus, lors du référendum de 2014. Donc 2 ans plus tard, une mobilisation beaucoup moindre des électeurs pour cette question du Brexit. Et peut-être par manque d'intérêt pour le sujet, peut-être parce que l'enjeu n'a pas été vu, peut-être par lassitude à l'égard des urnes. Les Écossais avaient voté en 2014, ils ont voté à nouveau en 2015 pour les élections au niveau national, 2016 à nouveau le référendum. Bon, peut-être voilà, une lassitude. Mais finalement, ce que l'on voit, c'est que ceux qui sont allés voter ont voté majoritairement en Écosse pour rester dans l'Union européenne, contrairement à ce qui s'est passé dans le reste du pays. Alors là, vous avez une carte en anamorphose donc, qui vous montre la relative importance de l'Écosse par rapport au reste du pays. Donc là, vous voyez Londres, évidemment, qui est extrêmement peuplée par rapport au reste du pays. Et donc là, l'Écosse qui paraît un peu bizarre, un peu déformée, puisque voilà, c'est une carte qui prend en compte la population dans chaque région. Et là, je vous ai mis une carte, on va dire, un peu plus qui reprend la géographie. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas... Tout ce qui est bleu, c'est les endroits où on a voté pour rester dans l'Union européenne. Et ce qu'on voit, qu'il n'y a pas un endroit en Écosse, pas une circonscription, pas une région écossaise, où la population a voté pour sortir de l'Union européenne. C'est une majorité partout en faveur de l'Union européenne. Même si il y a des variantes. Plus le bleu est foncé, plus l'adhésion est forte. Et donc là, on voit qu'il y a des régions, notamment des régions côtières, ici, où il y a quand même eu un vote assez fort pour rester, mais voilà, avec peut-être moins d'enthousiasme qu'autour d'Édimbourg, où ici, vous voyez Édimbourg en bleu foncé. Ça montre bien que Édimbourg a voté largement pour rester dans l'Union européenne, et une majorité beaucoup plus franche, 75% de la population, 75% des électeurs pour rester dans l'Union. Donc voilà, on voit une différence entre l'Écosse et le reste du pays. Donc
évidemment, les gros titres au lendemain de l'élection, c'est « Disunited Kingdom ». Le Royaume-Uni sort, mais l'Écosse, par contre, ne choisit pas la même chose. Et donc, tout de suite, le discours de Nicola Sturgeon, donc, que vous voyez ici, la première ministre écossaise, ça a été de dire « Le Brexit a été imposé par l'Angleterre », puisque c'est l'Angleterre qui a été la plus peuplée et qui a voté majoritairement pour sortir de l'Union. Et donc, l'Écosse doit réagir et trouver les moyens de se protéger et de protéger sa relation avec l'Union européenne. Et donc la première ministre écossaise, vous voyez dans le référendum de 2016, l'expression de l'existence d'un démos à part, d'un peuple à part, un démos écossais proprement parler, opposé à la sortie de l'Union européenne et qui devait être entendu. Et donc, le Parlement écossais a tout de suite exprimé son soutien à la première ministre. Et je vous ai mis cette citation, alors je l'ai laissée en anglais, mais tout simplement, voilà, cette citation du Parlement écossais qui encourage à chercher toutes les options pour protéger la relation de l'Écosse avec l'Union européenne, sa place dans le marché unique, mais aussi ses spécificités sociales, économiques, qui découlent de l'appartenance à l'Union européenne. Et ça, c'est un vote qui a été adopté à la majorité par le Parlement écossais, soutenant la démarche de la Première ministre. Alors la réponse de Londres, elle a été immédiate, c'était de dire que le référendum devait être respecté, comme en 2014 on s'était engagé à respecter le référendum sur l'indépendance écossaise, il fallait que le vote de 2016 soit respecté de la même manière, et il impliquait le pays entier, et non pas différentes régions qui auraient voté de manière autonome. C'est bien l'ensemble du Royaume-Uni qui avait voté pour sortir de l'Union européenne, et là j'ai souligné en gras le discours de Theresa May, où elle dit nous, dans ce référendum, nous avons participé en tant qu'un seul Royaume-Uni, et donc c'est bien une négociation en tant que Royaume-Uni qui allait avoir lieu, et la sortie serait celle d'un Royaume-Uni. Donc voilà, elle insiste bien sur le fait que, en tant qu'unioniste et conservatrice unioniste, elle allait conduire les négociations au nom du pays tout entier, et qu'il n'y avait pas de spécificité écossaise à prendre en compte. Alors, ça n'a pas empêché Nicola Sturgeon de faire entendre la voix de l'Écosse, en tout cas d'essayer de faire entendre la voix de l'Écosse, donc en publiant des documents comme Scotland's Place in Europe, un document qui a été publié en 2016, donc quelques mois après le référendum, en décembre 2016, pour expliquer quelle serait la démarche de l'Écosse et comment l'Écosse se voyait dans l'avenir peut-être comme un pays indépendant dans l'Union européenne. Et puis, en attendant, l'Écosse a insisté sur le fait qu'elle... la volonté des Écossais était en tout cas d'éviter un hard Brexit. Vous vous souvenez, à l'époque, on négociait et on ne savait pas si le Royaume-Uni allait sortir avec ou sans accord. Et en cas d'absence d'accord, ça aurait été ce qu'on appelait le hard Brexit, c'est-à-dire le moins de relations possible avec l'Union européenne, ce que l'Écosse voulait absolument éviter. Donc là, on voit la Première ministre avec Michel Barnier, donc qui était chargé au niveau de la Commission de négocier le Brexit, et avec... le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à l'époque. Donc elle les a rencontrés tout de suite après le référendum, même si, spécificité, le président du Conseil, donc à l'époque c'était Donald Tusk, il a refusé de la rencontrer, tout simplement parce qu'il ne voulait pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Londres et du gouvernement britannique, en faisant croire qu'il négociait en parallèle avec à la fois Londres, l'Écosse, etc. On ne pouvait pas négocier avec l'Écosse puisque ce n'est pas un État. L'Écosse a continué à essayer de conduire une paradiplomatie. Je ne dis pas de diplomatie parce que, encore une fois, comme ce n'est pas un État, ils n'ont pas de service diplomatique en propre, mais ils ont une sorte de paradiplomatie avec des bureaux à l'intérieur des différentes représentations, en rencontrant des ministres allemands, français, etc., pour faire valoir la position de l'Écosse et assurer une image positive de l'Écosse, défendre les intérêts de l'Écosse dans les négociations et leur vision des négociations. Mais au final, il a vraiment été difficile pour l'Écosse de se faire entendre. Et au contraire, on a assisté plutôt à une tentative de la part de Londres de recentralisation du pouvoir dans le cadre de ces négociations. Et là, c'est comme ça que j'ai intitulé cette partie « L'union par la force », tout simplement parce que ce qui s'est passé lorsque le gouvernement britannique a négocié le Brexit, bien qu'ils aient rencontré régulièrement, et là j'en ai mis un exemple, on voit une rencontre entre Johnson
et Nicola Sturgeon pour montrer que le gouvernement britannique s'intéressait quand même à la situation spécifique des différentes régions. Finalement, le gouvernement britannique a bien négocié en propre, et c'est un gouvernement conservateur qui a négocié avec l'Union européenne, et il y avait dans l'idée de Londres que toutes les compétences qui étaient rapatriées par le Royaume-Uni, les compétences européennes qui étaient rapatriées par le Royaume-Uni, en fait, allaient renforcer non pas le Parlement écossais, mais bien le Parlement britannique. Et c'est quelque chose que le gouvernement écossais a fortement contesté en voyant, par exemple, tout ce qui concernait la pêche, l'agriculture, l'environnement, qui normalement sont des pouvoirs dévolus, étaient rapatriés au niveau britannique et n'étaient pas redonnés à l'Écosse, au Pays de Galles, dans le cadre de ces négociations sur le Brexit. Et puis, il y a eu la tentative, en tout cas le passage de cette loi sur le marché intérieur britannique, une loi qui en 2020, qui visait également à garantir que la sortie de l'Union européenne ne créerait pas de barrières pour l'économie et les échanges au sein du marché intérieur britannique. Mais au lieu de mettre en œuvre un processus coopératif qui implique les différentes régions, c'est vraiment un processus qui a été mené depuis Londres, très centralisé, et une loi qui est passée malgré parfois l'opposition des différentes régions. Donc ça a entaché considérablement la relation entre l'Écosse, le Pays de Galles, quelque part l'Irlande du Nord, même si là encore la question nord-irlandaise dans le Brexit est vraiment spécifique, et le gouvernement britannique. Alors, je disais, tout de suite après le vote, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a réclamé le droit déjà de défendre les intérêts écossais dans le cadre des négociations, mais aussi le droit d'organiser un second référendum. En disant, mais voilà, les conditions ont changé, et à l'époque où les électeurs s'étaient prononcés contre l'indépendance en 2014, finalement, le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, et donc, les intérêts écossais étaient bien défendus par cette appartenance-là, puisque la vision des Écossais, des indépendantistes, c'était de dire, si on devient indépendant, nous chercherons à être aussi un État de l'Union européenne. Et donc, l'avenir de la relation se faisait dans le cadre de l'Union européenne. Mais Nicola Sturgeon a dit, aujourd'hui, le débat se pose complètement différemment, puisque pour rester adhérent à l'Union européenne, pour pouvoir adhérer à Schengen, maintenant, il n'y a plus le choix. Les conditions matérielles ont changé, et là, l'Écosse doit pouvoir être indépendante pour adhérer à l'Union européenne, donc une indépendance dans l'Europe. Donc à un moment, cette argumentation en faveur de l'Europe, c'est une façon d'adoucir le discours indépendantiste, en disant ne vous inquiétez pas, de toute façon, même si on devient indépendant, on reste tous membres de l'Union européenne, tout se passera bien, la frontière restera ouverte, etc. Et aujourd'hui, on voit que cette argumentation en faveur de l'Union européenne, ça n'a pas du tout le même effet sur le discours indépendantiste, puisque au contraire, ça mettrait davantage de distance entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni. Donc là, les choses ont considérablement changé. Et on peut à nouveau se poser la question de la monnaie, du chef de l'État, etc. Évidemment, les choses là-dessus n'ont pas considérablement évolué, mais c'est vrai que une Écosse indépendante dans l'Union européenne, est-ce qu'elle garderait la livre sterling? C'est vrai que ça n'a pas du tout le même impact aujourd'hui qu'en 2014. Alors, est-ce que l'Écosse pourrait, si elle devenait indépendante, adhérer à l'Union européenne? Il semblerait que ça soit assez facile d'adhérer à l'Union européenne pour l'instant pour une Écosse indépendante, dans la mesure où l'Écosse ne diverge pas encore considérablement de la réglementation européenne et que, pour l'instant, le gouvernement écossais fait attention à suivre les règles de l'Union européenne dans tous les domaines dévolus. Donc, si elle devenait indépendante, on peut envisager, en effet, qu'une adhésion soit possible. Alors, quel impact tout cela a eu sur le soutien à l'indépendance? Alors, si on regarde les sondages, on voit que, en bleu, c'est les personnes qui sont favorables à l'indépendance. En noir, c'est l'opposition à l'indépendance. Et on voit que le seul moment où véritablement le soutien a été plus fort pour l'indépendance, c'est au moment de la crise du Covid, qui a été mieux gérée, on va dire, en tout cas dans la perception des Écossais, par le gouvernement écossais que par le gouvernement britannique de Johnson, qui avait beaucoup fluctué, beaucoup hésité à ce moment-là. Et que ce soutien, qui a grandi donc, pendant la crise sanitaire, aujourd'hui est beaucoup moins fort, peut-être parce que justement la question du Brexit étant passée, il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de ce que pourrait être une Écosse indépendante. Il y a
certainement beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, mais en tout cas, on voit qu'on est maintenant à 53% contre l'indépendance, contre 47% pour. Même si voilà, ça reste quand même assez serré, hein, autour de 50-50, mais on n'est plus dans la situation de la crise sanitaire. En 2021, le SNP n'a pas gagné la majorité au Parlement écossais, mais si on prend en compte le vote pour les Verts, qui ont eu 8 élus, on voit qu'aujourd'hui, les indépendantistes, si on les met ensemble, hein, SNP plus les Verts, sont toujours majoritaires au Parlement écossais. Ce qui fait que la question de l'indépendance reste quand même présente, mais avec toujours ce refus répété de la part de Johnson, avant lui de la part de May, puis de la part de Johnson, de donner le droit à l'Écosse d'organiser un référendum. Et donc, ce qui attendait le Royaume-Uni, et ce qu'il attend toujours, à mon avis, hein, c'est la multiplication de batailles constitutionnelles qui renforceront, ou au contraire, qui fragiliseront l'Union, comme, par exemple, c'est la bataille constitutionnelle qui a eu lieu il y a un an, en novembre 2022, et qui a conduit la Cour suprême britannique à décider et à confirmer que le Parlement écossais n'avait pas le pouvoir de légiférer en vue de l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. C'est bien une question qui regarde Westminster, qui regarde le gouvernement et le Parlement britannique, et qui ne peut pas être décidée, comme on l'a vu tout à l'heure, par le Parlement ou par le gouvernement écossais seul. Alors, face à ça, Nicola Sturgeon, qui était à l'époque Premier ministre encore, avait déclaré que finalement, puisque les Britanniques ne donnaient pas le droit à l'Écosse d'organiser le second référendum, malgré l'évolution de la situation, alors la prochaine élection législative serait de facto le référendum, et que si les indépendantistes gagnaient une majorité des sièges en Écosse, alors ça vaudrait adhésion, référendum sur l'indépendance, et dans ces cas-là, le gouvernement britannique se réservait le droit de déclarer l'indépendance écossaise. Alors, attention, ça c'est quelque chose qui aurait été de toute façon fortement contesté en droit international et qui n'est pas encouragé par l'Union européenne. Tout simplement parce qu'il y a le précédent, par exemple, au niveau de la Catalogne, et qu'il est hors de question pour l'Union européenne et pour ses États membres de reconnaître un tel processus, ou un anticonstitutionnel, où il y aurait une partie d'un pays qui déclarerait son indépendance. Et en tout cas, on peut bien imaginer que le gouvernement espagnol se serait très fortement opposé à une telle démarche. Alors, le nouveau Premier ministre, Humza Yousaf, qui est Premier ministre depuis mars 2023, Premier ministre écossais, est plus prudent. Lui, donc il est toujours SNP, indépendantiste, mais lui, ce qu'il dit, c'est que si le parti indépendantiste, SNP, gagne la majorité des sièges en Écosse aux élections nationales, donc aux prochaines élections qui auront probablement lieu en 2024, c'est-à-dire s'il gagne au minimum 29 des 57 sièges, alors il insistera, il exigera d'avoir le droit d'organiser le nouveau référendum, demandera à Londres de donner le droit aux Écossais d'organiser ce deuxième référendum, et que si ce droit leur est refusé, alors ce seront les élections écossaises de 2026 qui serviront de facto de référendum. Mais là encore, je pense que c'est une perspective pour satisfaire les plus radicaux au sein du SNP, mais encore une fois, on peut bien imaginer l'opposition que ça créerait au sein à la fois du Royaume-Uni, mais aussi de l'Union européenne. Donc simplement pour conclure, puisqu'on en est là, dans cette situation, on attend les résultats des prochaines élections, peut-être un changement de gouvernement, un changement de majorité. On voit que la sortie de l'Union européenne, en réalité, c'est un processus qui est loin d'être achevé, y compris pour ses conséquences à l'intérieur même du Royaume-Uni. Et il y a encore de nombreux défis qui se posent au Royaume-Uni, alors, certes au niveau des relations avec l'Union européenne. La question nord-irlandaise est aussi une question qui est en passe d'être résolue, mais pas tout à fait. Et puis, il y a toujours cette question de l'indépendance de l'Écosse qui est en suspens. Le défi aujourd'hui, c'est de réussir pour Londres à préserver l'unité nationale, de répondre à cette fragmentation territoriale de la politique britannique. Et tout ça, finalement, vous avez vu, quand on en a parlé, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. C'est quelque chose qui date au moins des années 60-70, qui a eu des pics, comme en 2014, et que le Brexit a renforcé. C'est un problème que le Brexit est venu renforcer.
Et on voit qu'aujourd'hui, on est face à une longue bataille, un long processus constitutionnel, et que voilà, cette crise dont je parlais en introduction est finalement loin d'être achevée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci beaucoup, cher Thibault, pour cette belle et riche conférence. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Et y a-t-il des questions dans le nuage numérique? Alors, je vous apporte le micro, monsieur. Oui, bonjour Monsieur Arroy et merci de cet exposé exceptionnel et extrêmement intéressant et synthétique, évidemment, sur une période large de l'histoire de l'Écosse. J'avais une première question, c'était sur vous situez le nationalisme écossais en 1960 et de mémoire, le SNP a été créé dans les années 30. Donc il y avait déjà à ce moment-là et donc dans les années 60, il y a eu vraiment une sorte de surge. Enfin. Oui, en effet, le SNP est plus ancien, mais c'est vrai que c'est un moment où, on va dire, politiquement, il a percé, où il y a eu aussi cette demande renforcée d'évolution, en tout cas à l'époque, peut-être liée aussi à la situation économique difficile du Royaume-Uni dans son ensemble et à une volonté de la part de l'Écosse de trouver des solutions différentes que celles qui étaient proposées par Londres. J'avais une autre question, c'était entre le Pays de Galles et l'Écosse. Est-ce que le fait qu'en Écosse, le processus d'indépendance future s'est déclenché parce qu'il y a eu deux personnalités exceptionnelles, Alex Salmond, donc né à Linlithgow, comme vous savez, qui était un homme politique de stature nationale au niveau du Royaume-Uni, et ensuite Nicolas Sturgeon, et qu'au Pays de Galles, il n'y a pas eu ce type de personne. Oui, alors déjà, voilà, ce que je disais tout à l'heure, bon, déjà, le nationalisme gallois n'est pas forcément un indépendantisme, dans la mesure où le Pays de Galles n'a pas du tout la prétention à former un État pour l'instant, peut-être simplement conscient de leur réalité économique. Le Pays de Galles n'est pas une région riche du Royaume-Uni, loin de là. C'est une région qui n'a pas les mêmes possibilités que l'Écosse et qui, tout simplement, est dans l'Union depuis beaucoup plus longtemps. Et n'a pas les mêmes aspirations, si ce n'est une reconnaissance de certains droits, et notamment la reconnaissance aussi d'une culture spécifique. Je disais aussi tout à l'heure, les indépendantistes écossais ont très vite gagné une majorité relative, ont été en capacité de former un gouvernement minoritaire en Écosse, qui n'a jamais été le cas par exemple, de Plaid Cymru, le parti nationaliste gallois, qui est deuxième ou troisième, selon les cas, aux élections, mais qui n'a jamais été en mesure de former un gouvernement. Ce sont les travaillistes qui dominent la scène politique galloise. Merci. Alors, j'avais une troisième question, si vous permettez. C'était dans les années 2010, au début des années 2010, donc l'indépendance en Écosse, on lui attribuait à peu près 35% de popularité. Et puis, avec donc, la préparation du référendum et l'action considérable du SNP dans la population écossaise, vers 2013-2014, on est passé de 35 à 45%. Et d'après les chiffres que vous nous avez montrés tout à l'heure, ce 45% se maintient. Ça veut dire que ce gap de 10% se maintient depuis donc plus de presque 8-9 ans, vous voyez. Ça veut dire que c'est vraiment accroché. On a accroché une sorte de palier à 45%. Oui, c'est vrai, il y a eu une montée de cette possibilité de l'indépendance. Alors, après, voilà, le fait est, les gens répondent différemment au sondage en fonction de si le référendum est possible ou pas. Donc c'est vrai que quand c'est une perspective qui ne se concrétise pas, peut-être que voilà, les gens disent bon, non, finalement l'indépendance, on n'y pense pas tant que ça. À partir du moment où la question a été réellement posée, c'est vrai que on peut imaginer qu'une partie plus importante de la population se soit véritablement posé la question et est adhérée à cette idée. Et aujourd'hui, il faut toujours se méfier des sondages, puisque voilà, on demande à des gens de répondre à cette question. Est-ce que vous voteriez pour ou contre? Mais encore une fois, dans une situation qui reste aujourd'hui complètement hypothétique.
Et ça ne préjuge pas de l'attitude des électeurs avec leur bulletin de vote dans l'urne. C'est-à-dire que, ou dans l'isoloir, en tout cas, avant même de le mettre dans l'urne, il faut se dire, voilà, est-ce que concrètement, on aurait exactement 47% aujourd'hui, ou au jour où ce sondage a été fait, est-ce que les gens auraient répondu de la même manière à ce sondage s'ils l'ont fait par téléphone, etc., que s'ils avaient eu en face d'eux un bulletin de vote avec une conséquence grave à assumer en cas de vote pour l'indépendance ou contre l'indépendance. Et c'est ça aussi qui a été trompeur au niveau du Brexit, puisque jusqu'à tardivement, il n'y avait pas de sondage qui donnait très clairement le Brexit vainqueur. Et finalement, les gens ont voté, on ne sait pas trop comment. Voilà, on a mis du temps à analyser ce vote du Brexit, qui a été pour beaucoup une surprise, parce que le renversement a eu lieu très tardivement entre ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour. Et peut-être avec un vote qui n'était pas non plus proclamé, parce que voilà, on ne réagit pas pareil en fonction d'un sondage ou si on est vraiment en train de prendre sa décision et en comptant sur le fait peut-être que le voisin aussi ne voterait pas pareil que nous. Vous voyez, enfin, c'est une question qui reste aujourd'hui assez peu claire. Est-ce que véritablement on est aux alentours de 50% ou est-ce que la marge est en fait en réalité plus grande en cas si vraiment il y avait un référendum demain. Alors, il y a deux... Ouais. Bonjour monsieur. Je voudrais savoir si actuellement il y a déjà ou pas des accords entre l'Union européenne et l'Écosse sur certains sujets. Est-ce qu'ils sont en capacité de le faire ou pas du tout? Merci. Alors, j'ai pas connaissance d'accords spécifiques. En tout cas, d'accords globaux, non. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des accords particuliers qui pourraient lier l'Écosse avec l'Union européenne dans certains domaines, peut-être scientifiques, etc. Bon, j'en ai pas spécifiquement connaissance, mais normalement, l'Union européenne signe des accords avec les États, y compris les États tiers. Donc les États non membres signent des accords avec l'Union européenne, mais on n'a pas des régions qui signent des accords, même si on voit que à cause du Brexit, il y a eu la recherche quand même de solutions particulières pour certaines régions, en particulier l'Irlande du Nord. On voit que voilà, la question nord-irlandaise a vraiment beaucoup occupé les négociateurs. Et on a cherché une solution spécifique sur l'Irlande du Nord parce qu'il y a cette spécificité de ce territoire. Mais je n'ai pas connaissance spécifiquement d'accord Écosse-Union européenne. Non. Je profite du fait de passer le micro à Marianne Schilling, donc la directrice du service de la formation continue, pour remercier justement le service de la formation continue et notamment Martin Hervouet et Patricia Dumy pour l'organisation des conférences, ainsi que notre direction du numérique pour la régie, la captation et tous les aspects numériques. Donc, Marianne. Oui, moi, je souhaitais vous poser une petite question. Si on se place du côté de l'Union européenne, et qu'on imagine que l'Écosse va vers l'indépendance, est-ce qu'on ne peut pas craindre un effet contagion ? Catalogne, Corse, etc. etc. C'est justement ça, c'est toute la question, vous avez raison, c'est toute la question que je posais à la fin, c'est comment ça se passe. C'est-à-dire la question du processus constitutionnel est absolument cruciale pour l'Union européenne. C'est-à-dire que si les choses sont faites dans les règles de l'art, pour utiliser cette expression, c'est-à-dire que si Londres autorise l'organisation d'un référendum, que le référendum donne une majorité pour l'indépendance et que Londres reconnaît le résultat de ce référendum et laisse l'Écosse déclarer son indépendance, si les choses sont faites dans l'ordre constitutionnel, dans ces cas-là, l'Union européenne pourra éventuellement accueillir favorablement une demande, par exemple, d'adhésion et reconnaîtra l'indépendance de ce nouvel État. En revanche, on voit bien que dans le cas de la Catalogne, ce qui s'était passé, c'était une déclaration unilatérale d'indépendance, et c'est ce que les différentes personnes qui interagissent avec l'Écosse, en tout cas mettent en garde le gouvernement écossais contre cette situation, où il y aurait une déclaration unilatérale sans respect du processus constitutionnel, et dans ces cas-là, l'Union européenne ne saurait que faire de ce résultat, et ne pourrait pas le reconnaître,
parce que déjà, ça serait contrevenir aux règles du droit international, ça serait l'assurance d'une brouille diplomatique avec le Royaume-Uni, qui reste quand même un partenaire important, et puis en effet, ça serait ouvrir la porte à d'autres déclarations d'indépendance, dont on voit déjà qu'elle a été embarrassée en Catalogne, mais on voit aussi que même tout simplement la question du Kosovo, par exemple, est compliquée. Il y a d'autres comme ça, d'autres régions en Europe qui posent des problèmes constitutionnels et donc voilà, sur lesquels il faut faire attention à la réponse que l'on apporte. L'Écosse a-t-elle la possibilité financière d'être indépendante à part le pétrole? Est-ce qu'on pourrait développer un peu ce problème qui dépasse leur aversion sur les Britanniques? Alors, c'est évidemment une des grandes questions du débat. Et en fonction de la personne à qui vous allez parler, indépendantiste ou anti-indépendantiste, vous allez avoir des réponses totalement différentes. C'est évidemment très difficile de projeter la situation d'une Écosse indépendante. Rien que déjà la question du pétrole, à qui en réalité appartient-il? Est-ce que c'est un pétrole qui reviendrait à l'Écosse ou est-ce que c'est bien le pétrole du Royaume-Uni? Sachant que, en plus, dans l'état actuel de l'économie et d'une volonté de décarboner l'économie, vouloir encourager l'exploitation du pétrole n'est pas forcément dans les priorités d'un gouvernement écossais qui serait soutenu, par exemple, par les Verts. Bon, donc ça, c'est évidemment une question en suspens, et c'est sûr qu'on ne peut pas baser l'économie sur l'exportation de whisky. Même si... donc... voilà, il y a quand même une grande question qui se pose autour de l'économie écossaise indépendante, puisqu'aujourd'hui, il y a un accord avec le Royaume-Uni pour que le Royaume-Uni donne à l'Écosse une partie de son budget, lui accorde une partie du budget national pour faire fonctionner les institutions dévolues. Et la gestion du gouvernement écossais n'a pas été telle que aujourd'hui, on se dit oui, un gouvernement écossais, en tout cas qui serait mené par le SNP, ils n'ont pas montré une gestion absolument saine qui leur permettrait de promettre que, par exemple, tous les choix qui ont été faits au niveau de la sécurité sociale, au niveau du soutien au personnel, à la population, et sont des choix viables pour une Écosse indépendante. Et donc, oui, on a évidemment cette question-là, sachant que l'idéologie SNP, en tout cas, le choix qu'ils aimeraient faire pour l'Écosse, ça serait d'imiter le modèle scandinave. C'est toujours ce qui a animé. C'est un parti qui se classe à gauche, et une gauche d'inspiration, en tout cas qui se veut d'inspiration scandinave, avec un modèle social très fort, en tout cas, une implication très forte de l'État dans un État-providence renforcé. Mais il faut pouvoir le financer, et en effet, ça fait partie des grandes questions, des grands débats, et je n'ai pas forcément la réponse sur est-ce que oui ou non l'Écosse indépendante serait économiquement viable. Bonjour, juste un point, c'est pour revenir un peu en arrière, j'aurais voulu savoir pourquoi David Cameron a accepté le référendum. Parce que pourquoi d'un seul coup le rapport de force s'est-il renversé? Je pense qu'il y avait quelque part une certaine confiance que le référendum serait organisé une bonne fois pour toutes pour refermer la question de l'indépendance écossaise, et qu'il avait cette idée que vu les sondages, vu l'état du SNP et de sa façon de gouverner, finalement la population écossaise choisirait de rester dans le Royaume-Uni, sachant que il y a généralement, et le Brexit est le parfait contre-exemple, une prime aussi au statu quo dans les référendums, pour pas trop changer les choses. Et donc il y avait certainement une confiance qu'on accorderait cela une fois, et que ça serait le référendum pour finalement refermer le dossier. Et finalement, il a fait la même chose avec le Brexit. Il a eu l'idée qu'il ouvrirait cette question de l'appartenance à l'Union européenne, que le Remain, donc le camp de ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, gagnerait, et qu'on refermerait là aussi le dossier. Bon, pour le coup, ça n'a pas fonctionné.
Oui. Est-ce qu'on peut envisager que le Brexit soit annulé, que tout redevienne comme avant? Et dans ce cas, les velléités d'indépendance seraient peut-être un peu calmées? Alors, déjà, pour prendre la question par la fin, on voit bien que le premier référendum a été organisé dans le contexte de l'appartenance à l'Union européenne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la velléité d'indépendance, au contraire, en 2014, c'était, rassurez-vous, tout le Royaume-Uni restant membre de l'Union européenne, enfin la partie qui serait le reste du Royaume-Uni et l'Écosse étant membre de l'Union européenne, la frontière resterait ouverte et les relations finalement seraient faciles, un peu comme quand la frontière nord-irlandaise était ouverte entre la partie Royaume-Uni, la partie République d'Irlande, puisque les deux appartenant à l'Union européenne, finalement, voilà, la circulation se passait bien et l'économie pouvait fonctionner de façon imbriquée, puisqu'on appartenait tous au marché unique, etc. Donc voilà, au contraire, l'appartenance à l'Union européenne aurait pu être un argument en faveur de l'indépendance à l'époque. Alors, est-ce qu'on peut tout annuler ? La réponse brève, c'est non. Aujourd'hui, pour développer un petit peu, aujourd'hui, il n'y a pas de parti au Royaume-Uni qui défend sérieusement et qui pense encore qu'on puisse tout annuler. Maintenant, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne de toutes les façons, donc on ne peut plus annuler ce processus. Aujourd'hui, s'il fallait que le Royaume-Uni soit membre de l'Union européenne, il faudrait qu'il repasse par tout le processus d'adhésion. Alors, ça ne serait pas forcément une adhésion très compliquée, vu que voilà, il y a tant d'années d'appartenance, donc l'Union européenne n'aurait pas de mal à négocier cela. Par contre, dans quelles conditions ? C'est-à-dire comme avant. C'est-à-dire l'Union européenne serait peut-être pas prête aujourd'hui, si le Royaume-Uni faisait une demande d'adhésion, à redonner au Royaume-Uni tous les opt-outs, vous savez, ces exceptions dont il bénéficiait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être plus de rabais au niveau du budget, il n'y aurait peut-être plus la question de la monnaie unique, il n'y aurait peut-être plus forcément d'exceptions qui seraient accordées au Royaume-Uni. Vous voyez, toutes sortes de choses qui avaient été négociées par le Royaume-Uni pendant sa période d'adhésion et qui finalement faisaient qu'il avait un rôle tout à fait particulier, une place tout à fait particulière dans l'Union. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'Union serait tout à fait d'accord. Et en tout cas, il n'y a pas vraiment de parti aujourd'hui qui serait prêt à se lancer dans cette bataille. Les conservateurs, en tout cas, non. Aujourd'hui, ils sont très divisés. Certains pensent, en fait, ça y est, maintenant, il faudrait plutôt négocier, de se rapprocher avec l'Union européenne. Et c'est en tout cas l'attitude de Sunak actuellement, d'essayer de trouver les bases d'une relation un peu plus saine avec l'Union européenne. Et il me semble que les travaillistes, en fait, ne feront pas très différemment du Premier ministre actuel s'ils sont élus l'an prochain, s'ils forment une majorité l'an prochain. Les travaillistes ont comme idée d'essayer de négocier une meilleure relation, de revoir peut-être à la marge certains éléments du traité de cet accord de coopération qui a été signé il y a quelques années, mais certainement pas de négocier à nouveau une adhésion. Ça, c'est pas du tout dans l'air du temps. Et à mon avis, la question ne se posera pas tout de suite, vu l'état actuel du Royaume-Uni, vu l'état des différents partis, et peut-être vu aussi l'état de l'Union européenne. Voilà, pour l'instant, on n'est pas là. Oui. Question ? Oui, moi je voulais savoir, lors du référendum de 2014, sait-on pourquoi majoritairement les villes de Dundee et Glasgow ont voté oui pour l'indépendance ? Pourquoi ces deux villes particulièrement Parce que ça peut pas être une histoire. Oui, alors j'ai pas forcément étudié la question en particulier, mais il y a peut-être une question alors de bastion en particulier du SNP historique, en tout cas autour de Glasgow. Et puis, éventuellement aussi une question de sociologie, avec, notamment à Glasgow, mais aussi dans d'autres régions. Et c'est aussi celles qui ont voté moins majoritairement pour rester dans l'Union européenne, des régions plus défavorisées, avec une volonté éventuellement d'essayer un nouveau modèle. Glasgow, c'était une ville industrielle qui a subi de plein fouet la désindustrialisation du pays, un peu comme les villes du nord de l'Angleterre. Et qui a peut-être essayé, voilà, qui a peut-être eu envie d'un autre modèle, plus social justement, et mettre à distance le gouvernement conservateur de Londres, et voilà, éventuellement avoir un parti indépendantiste plus à gauche pour essayer de répondre à la crise sociale. D'accord. Ça peut être une explication. Merci. J'aurais une question moi aussi. À partir du moment où, pour le moment, il n'y a pas de référendum
qui serait consentie donc par le Premier ministre britannique au Parlement écossais, et en dehors des institutions politiques, les partis, le Parlement. Est-ce que, comme c'est souvent le cas dans d'autres régions indépendantistes, est-ce qu'il y a d'autres formes d'expression, mouvements d'opinion, affirmation de tradition, de culture, est-ce que sont perceptibles en Écosse des moyens d'expression d'un désir d'indépendance? Est-ce que un mouvement se fait vraiment entendre, comme c'est le cas par exemple en Catalogne, comme c'est le cas en Corse, ou est-ce que vraiment, en l'absence de référendum, on n'a que les sondages dont il a bien été montré à quel point il faut les manipuler avec précaution? Voilà ma question. Je ne sais pas si c'est spécifiquement la manifestation d'une volonté d'indépendance, mais il y a de toutes les façons la dévolution qui est là. Donc il y a une autre manière de faire, d'autres décisions qui sont prises en Écosse que dans le reste du pays. Et ça, c'est quelque chose, de toute façon, qui n'a pas changé après 2014 ou après 2016, même si après 2016, je disais, il y a quelque part une volonté de recentralisation avec notamment Boris Johnson qui disait que la dévolution était une erreur, etc. Bon. Mais en Écosse, tant que cette dévolution existe, il y a une volonté de s'en emparer et de proposer un autre modèle social, de proposer... voilà, je disais tout à l'heure l'exemple des universités. Moi, c'est un exemple intéressant de montrer qu'il y a une autre façon de faire en Écosse avec un modèle universitaire gratuit, contrairement à ce qui se passe dans le reste du Royaume-Uni. Et puis au niveau culturel, l'identité écossaise, au-delà de la question de l'indépendance, je ne suis pas sûr que ce soit que des indépendantistes qui soient fiers de la culture écossaise. Il y a une revendication d'une spécificité écossaise, et en tout cas d'une culture écossaise qui est bien présente et qui a irrigué finalement la culture britannique aussi, puisque l'Écosse est une région qui a été très riche intellectuellement très tôt, qui a aussi une culture populaire spécifique. Alors, on a souvent ces images un peu, j'allais dire, image d'Épinal, des hommes en kilt, etc. Bon, ça fait partie de la culture qui est maintenue et finalement qui peut se voir, qui peut se constater au quotidien. Et ça, c'est pas forcément une volonté d'indépendance. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont contre l'indépendance, mais qui sont très fiers de porter le kilt à l'occasion des mariages ou des fêtes. Voilà, ça existe aussi. Merci. Est-ce que ce particularisme écossais, donc j'ai l'impression que l'Écosse est un cas unique en Europe d'une nation, une petite nation, 5 millions, qui aujourd'hui encore a sa propre identité. Et on disait que en 1707, lorsqu'il y a eu la réunion des deux parlements, donc plutôt que le Parlement écossais a fermé et les députés sont allés siéger à Westminster, on disait que l'Écosse n'avait pas disparu, elle était devenue intégrée au Royaume-Uni, mais toujours Royaume d'Écosse, avec en 1707, c'était Anne Stuart qui était reine, il me semble. Et donc on disait que l'Écosse avait gardé 3 grandes institutions. La première, c'est son système éducatif. La deuxième, c'est son église, The Kirk of Scotland, pardon. Et le troisième, c'est le système judiciaire. Et que donc ces 3 structures ont permis à l'Écosse de garder son individualité, ses caractéristiques. On dit aussi qu'en Écosse, l'école était obligatoire depuis 1700, à peu près, alors qu'en Angleterre, c'est 1800. Ça veut dire que les petits Écossais, ils ont un siècle d'avance du point de vue intellectuel sur les Anglais. Alors, moi, j'ai ça en tête. C'est très simpliste, évidemment, mais encore aujourd'hui, donc, le système écossais d'éducation et d'université est différent. Le système judiciaire existe, avec évidemment les common laws, mais aussi, et avec donc qu'est-ce que le troisième, c'est l'Église d'Écosse, qui a certainement perdu beaucoup d'importance. Donc, ce type écossais, est-ce que, à votre avis, avec ces 3 institutions, est-ce qu'il demeure encore aujourd'hui ? Oui, alors au niveau du système judiciaire, du système d'éducation, c'est certain, vous avez raison de mentionner ça. Il y a aussi un système de santé qui est aujourd'hui géré différemment en Écosse que dans le reste du Royaume-Uni. Et aujourd'hui, le système de santé, c'est vraiment au cœur des débats.
Et donc c'est vrai que c'est souvent ce qui est mis en avant en Écosse, c'est la façon dont l'Écosse gère sa politique de santé différemment du reste du Royaume-Uni, même si, force est de constater qu'ils ont des problèmes en commun. Il y a toujours des listes d'attente très longues pour consulter des spécialistes, etc. Ce sont les mêmes problèmes que dans le reste du Royaume-Uni. Et quand on entend le gouvernement Sunak faire des discours sur la façon dont ils vont traiter l'avenir du système de santé, voilà, le gouvernement écossais n'a pas de discours extrêmement différent puisqu'ils ont des problématiques en commun. Quant à l'Église, mais que ce soit en Écosse, alors c'est vrai avec un système presbytérien tout à fait particulier qui n'est pas le système anglican, il y a malgré tout voilà, peut-être une désaffection quand même des Écossais pour l'Église, comme pour le reste du Royaume-Uni, qui n'est plus vraiment une nation où le Protestant Sunday, comme ça existait dans le passé, est encore respecté. On est bien loin de cela, même si, voilà, vous avez raison, ça a évidemment influé sur la culture, sur aussi cette démarcation vis-à-vis du reste du Royaume-Uni. L'Écosse n'est pas comme l'Angleterre, surtout l'Angleterre. Quand on parle du reste du Royaume-Uni, la différence pour les Écossais, on n'est pas anglais. Et c'est quelque chose qui demeure aujourd'hui, oui. J'entends le roi et la reine, oui, c'est vrai. Non, mais ça compte parce que c'est vrai que la monarchie, je me permets de répondre avant que vous ayez le micro, mais là, j'ai entendu, c'est intéressant parce que la monarchie aujourd'hui, on sait bien, la monarchie britannique n'a pas de pouvoir politique, par contre elle a un pouvoir symbolique très fort, dans la mesure où le roi aujourd'hui, comme la reine avant lui, incarne normalement tout le Royaume-Uni. Et on sait que la reine Elisabeth II aimait particulièrement aller en Écosse, c'est quelque chose qui a été beaucoup dit, et notamment pour aussi que l'Écosse, voilà, reste... elle restait bien la monarque des Écossais aussi. Et donc c'est vrai que la monarchie, dans ce sens, joue un rôle. Et la présence royale, notamment à Balmoral, etc., c'est symboliquement aussi une manière de montrer que la monarchie est bien présente à cet endroit-là. Mais je prends votre question. Oui, étant donné que les populations irlandaises et écossaises sont assez proches culturellement, géographiquement, est-ce que ce qui s'est passé à Dublin pourrait aussi se produire en Écosse par rapport aux événements de la semaine dernière? Plus généralement, est-ce qu'il y a des problèmes de communautarisme? Et après tout, le Premier ministre est d'origine indienne, si je ne me trompe. Oui, je sais. Oui, c'est possible. Ou pakistanais, je ne sais plus. Voilà. Mais oui, alors... Communautarisme, je dirais que la question de l'immigration se pose de la même façon en Écosse que dans le reste du Royaume-Uni. Et les réponses qui sont apportées sont à peu près les mêmes dans la mesure où il y a un ensemble de pouvoirs qui sont là, des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs dévolus au niveau de l'immigration, au niveau de la gestion des frontières. C'est un pouvoir du Royaume-Uni et non pas un pouvoir de l'Écosse. Par contre, voilà, au niveau de l'extrême droite et comme on a vu à Dublin ces manifestations qui ont viré en rixe, en émeute et puis en dégradation, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut voir là bientôt en Écosse, mais ça a pu déjà avoir lieu, des affrontements entre différentes communautés. Et évidemment, dans des moments de forte tension politique, forte tension sociale, c'est toujours des choses auxquelles on peut s'attendre, quel que soit le pays. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est non seulement quelque chose qu'on a pu voir en Irlande, mais qu'on a pu voir aussi en France, qu'on a pu voir dans d'autres pays qui pourtant ont des modèles assez différents. Donc, voilà, je ne dirais pas que c'est quelque chose de complètement absent de la scène politique écossaise. Non. Pour l'instant, rien. Ce que je disais, depuis le Brexit, la réponse de Theresa May, la réponse de Boris Johnson, c'est toujours été de dire non. Il n'est pas question d'organiser le référendum. Techniquement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant effectivement de taper le Labour, puisqu'il a une grande base électorale en Écosse, en faisant un référendum juste avant les élections pour... Alors ça serait très court avant les élections. Là, on s'attend...
Je pense que là, ce serait un référendum qui ne serait pas géré. Hein, donc, je ne pense pas que le gouvernement s'engage là-dedans maintenant. Par contre, la question, c'est est-ce qu'ils auraient envie, quel que soit le parti, hein, parti travailliste, parti conservateur, éventuellement libéraux-démocrates, si on pense qu'il y a une coalition probable, est-ce qu'ils auraient intérêt à inclure ça dans leur programme? Est-ce que ça peut être une promesse qui est faite en disant, ben voilà, s'il y a un gouvernement travailliste, de la même manière qu'en 97, on a organisé des référendums sur la dévolution, nous pensons organiser un référendum sur l'indépendance écossaise en faisant cette promesse. Ça me semble un jeu très dangereux dans le contexte actuel. Je ne suis pas du tout sûr qu'un parti s'y risque, mais bon, je ne suis pas forcément dans la tête des stratèges des différents partis et à voir ce qui est proposé dans les prochains mois, hein, puisque là, les élections, ça sera soit au printemps 2024, soit au plus tard à l'automne. De toute façon, la date limite, c'est janvier 2025, mais tout le monde s'attend à ce que ça soit plutôt à l'automne, éventuellement au printemps, ce qui serait la date la plus proche maintenant envisageable. Merci beaucoup Thibault, merci à vous pour ces questions passionnantes. Alors, pour répondre à tous les auditeurs et toutes les auditrices à une question qui m'a été posée en particulier, le programme des conférences de janvier à mai 2024, il y en aura pour le moment 13. La première aura lieu le 23 janvier, la dernière le 23 mai pour le moment. Ce programme sera mis en ligne dans la semaine, d'ici la fin de la semaine. Et vous recevrez un courrier, un email, dont j'espère qu'il ne vous importunera pas, avec le programme ou alors avec le lien vers la page du site où vous trouverez le programme des conférences donc, du premier semestre 2024. Et nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux ici à la Sorbonne Nouvelle pour ce nouveau programme. Merci de votre présence et à bientôt. Et encore une fois, merci, un grand merci à notre brillant conférencier Thibault Arroy.